Alors dans cette vidéo, on va voir une intervention un peu particulière car je suis chez de la famille. C'est le samedi soir, il est 21 h, donc dans un appartement et tout d'un coup, il y a un bruit très fort qui se produit dans les WC, suivi d'un bruit d'écoulement d'eau très important. Donc comme on peut le voir sur cette photo, le robinet flotteur de la cuvette des WC, la pièce en plastique au-dessus, s'est cassé. Donc là, l'eau ne coule pas car j'ai coupé bien sûr l'eau après compteur. En gros, le robinet flotteur ne ferme plus du tout vu qu'il est éclaté, donc ça pisse de partout, ça gicle de partout au niveau de l'eau. Et au niveau de la chaudière murale, il y a une très grosse fuite qui est apparue. On peut voir que ça coule sur cette pièce de chaudière. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo, ce qui s'est passé. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qui a pu éclater le robinet flotteur et éclater probablement un joint. Donc pour le moment, je ne sais pas ce qui a éclaté dans la chaudière murale. Donc c'est plutôt un chaud-bain. Donc je ne sais pas ce qui a provoqué ça. Donc je me pose la question et je me dis que les deux sont apparus en même temps, donc ça ne peut venir que du réseau hydraulique. Et qu'est-ce qui peut éclater un appareil sur un circuit hydraulique, peut éclater des joints, ce genre de choses, c'est un coup de bélier. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais dans les parties communes voir le compteur d'eau de l'appartement et plus particulièrement son réducteur de pression. Donc là je suis sur une alimentation d'un immeuble, là quoi, d'un appartement. Et là le limiteur de pression a pété, là on voit que ça pisse. On est monté à 8 bar 5. Donc dans un appartement c'est monstrueux. Et c'est tellement monstrueux que ça a fait péter le remplissage du WC. Remplissage automatique. Donc moi je voulais juste voir un petit truc. Et pourquoi il était à plus lui? Donc là j'ai ouvert, je vois plus de pression, moins de pression. Attends, je vais le tourner à fond ça. Ça je m'en souviens, c'est un plombier qui l'a changé ça. Il était neuf, il a mis de la merde on dirait. Donc là sur cette photo on peut voir le réducteur de pression, on peut voir le clapet anti-retour, anti-pollution, le compteur d'eau, et là la vanne d'isolement de l'appartement, et ici on a le scellé plombé pour pas qu'on trafique le compteur d'eau car ce compteur d'eau sert à la facturation. Donc on peut observer que sur le réducteur de pression, il y a de l'eau coule là un petit peu là sur la vis, donc il n'est plus étanche. Donc un réducteur de pression doit être étanche. Donc à un moment je fais un test avec la clé Allen, là je le tourne. Donc si on tourne vers le plus, on met plus de pression. Si on tourne vers le moins, on met moins de pression en sortie du réducteur de pression. Ici là c'est le réseau de la ville. Donc le réseau de la ville il peut monter, alors ça dépend après où on habite, hein, mais il peut monter à 8, 9 bars. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 8 bars. Donc ici on devrait être aux alentours de 8 bars. On peut être à 6 bars, ça dépend après de la ville, de l'endroit où l'on est et du moment de l'année. Et par contre, en sortie du réducteur de pression, on doit être à 3 bars. Donc un réducteur de pression est réglé en usine à 3 bars. Et d'après cette marque là, on la verra dans une autre vidéo parce que j'en ai acheté un autre, c'est censé encaisser en entrée réducteur de pression jusqu'à une pression de 25 bars. Donc théoriquement, si tu as 8 bars ici, tu as 8 bars là, bon les chaudières murales, hein, ça peut encaisser au moins 10 bars. Et le système de WC, je pense qu'il doit être fabriqué pour pouvoir encaisser ce genre de pression. On remarquera ici là qu'au niveau du mano, il y a un souci là, il est bloqué à 9 bars. Donc comme on l'a vu lorsque j'ai manipulé la vanne d'isolement là du réseau là, on voyait que l'aiguille bougeait un petit peu. Donc là, moi ce que je vois, c'est que le mano est cassé, il est bloqué à 9 bars. Quand je mets de l'eau, il monte à 10 bars. Mais lorsque je coupe le robinet, au lieu de descendre à 0 bar, il reste à 9 bars. 8 bars 5, 9 bars. Donc ça, c'est des manos premier prix qui coûtent 5 euros, ça vaut rien. Donc c'est la Camelote. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il a été monté, ce réducteur de pression-là, il indiquait 3 bars. Donc pour que l'aiguille monte à 10 bars, il n'y a qu'une seule chose qui a pu faire ça pour moi, c'est un coup de bélier. Probablement que
le réducteur de pression a lâché. Ici, on devait être à 8 bars. Et le fait qu'il ait lâché, ça a envoyé d'un coup et d'un coup sec la pression de 8 bars dans l'appartement et ça a éclaté le robinet flotteur et une pièce de la chaudière murale. Donc là, la personne qui est propriétaire de cet appartement m'a montré la facture de ce réducteur de pression et donc ça a été changé par un plombier il y a 7 ans. Car avant, ce réducteur de pression-là avait un défaut de fabrication, de ce que j'ai pu comprendre. Quand l'eau passait, le réducteur de pression sifflait, et sifflait très fortement. D'ailleurs, les voisins se plaignaient. Il faut savoir qu'un réducteur de pression, c'est silencieux, ça fait pas de bruit, et ça ne fuit pas. Si ça fait du bruit, c'est qu'il a un défaut. Donc là, c'est la marque e-tron. Donc c'est une marque que l'on trouve chez les distributeurs de matériel pour les professionnels. C'est censé être garanti 10 ans, il me semble. Donc moi, là, sur tout ce que je vois, là, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'ici, on a de la filasse. Et c'est vrai que de la filasse sur de l'eau froide sanitaire, donc de l'eau que tu bois, c'est pas recommandé du tout, car la filasse peut être un nid potentiel pour les bactéries. Donc voilà pour ça. Donc là, pour moi, le réducteur de pression est mort. Et donc, il va falloir le changer. Donc, on est samedi soir, donc ça va pas se faire samedi soir, c'est sûr. Mais la priorité va être de remplacer le robinet flotteur du WC, car comme il est éclaté, on est obligé ici là de fermer cette vanne-là, ou sinon ça coule en permanence dans le WC, et assez fortement d'ailleurs. Ce qui fait que quand tu coupes ici, après, tu n'as plus d'eau dans le logement. Alors, je rajoute que 7 ans pour un réducteur de pression, c'est pas vieux. Un réducteur de pression, ça peut faire 20-25 ans. Donc, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a fait que ce réducteur de pression lâche de manière prématurée? Donc, soit c'est une marque pas fiable, soit c'est un réducteur de pression qui a eu un défaut de fabrication et donc il a lâché au bout de 7 ans, ou alors au niveau du réseau de la ville, il y a une surpression ou un coup de bélier dans le réseau de la ville. Mais bon, le souci c'est que j'ai été voir au niveau des autres appartements s'il y avait des fuites. Alors tous les appartements n'avaient pas de réducteur de pression, mais ceux qui en avaient, ils avaient des manos et j'avais pu constater que il n'y avait pas de fuite et que le mano en sortie réducteur de pression indiquait 3 bars. Donc je pense plus du côté que c'est un réducteur de pression défectueux qui a lâché au bout de 7 ans. Comme j'ai dit, 7 ans c'est pas grand chose pour ce type d'appareil là. Et ce réducteur de pression en lâchant a tout pété. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que s'il y avait eu dans l'appartement que l'on appelle des anti-coups de bélier sur l'eau froide, est-ce que ces anti-coups de bélier auraient protégé le robinet flotteur du WC qui a éclaté et la chaudière murale, ou plutôt devrais-je dire le chauffe-bain. Et sur l'écran, tu peux voir à gauche un anti-bélier à ressort et à droite un anti-bélier à membrane. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est censé absorber les coups de bélier hydrauliques dans le réseau. Bien sûr, dans cet appartement-là, il n'y en avait pas. Et c'est très souvent utilisé dans les maisons où il y a de grands réseaux et lorsque l'on ferme le robinet d'un coup, donc on l'ouvre, on le ferme d'un coup, lorsque l'on entend un clac au niveau des tuyauteries, eh bien ça veut dire qu'il faut rajouter un anti-coup de bélier, car à chaque fois que l'on ferme un robinet de manière brusque, il y a une grande distance sur le tuyau d'eau, et bien ça crée un petit coup de bélier et le bruit qui va avec. Donc sur cette photo, on voit le robinet flotteur qui est dans la cuvette des WC. On voit que cette pièce en plastique là, avec ce petit levier là, donc on voit que là il y a le flotteur. Donc à l'intérieur il y a un truc en caoutchouc là qui fait l'étanchéité. Donc quand ça s'ouvre, bien ça remplit la cuvette et après ça monte. Ce petit levier là est poussé et ça bouche l'orifice qui est ici là. Le souci c'est que avec le coup de bélier, donc le réducteur de pression a lâché et ça pétait la pièce en plastique là. C'est-à-dire que la pièce en plastique là, elle est cassée. Elle n'est pas déboîtée, on peut pas la remettre. Ce qui fait que quand tu ouvres au niveau du compteur d'eau, eh bien l'eau gicle en direct, ça gicle de partout et après ça déborde au trop plein là. Sachant qu'en plus dans ce WC là, il y a des produits chimiques à l'intérieur de la cuvette, là, les trucs là de couleur bleue, là. Donc en plus, ça te met de l'eau un peu partout autour des WC. Donc là, ce robinet-là est cassé. Donc ça, c'est très très con, mais comme il est cassé, eh bien, il ne ferme plus. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on est obligé d'aller directement fermer au compteur d'eau de l'appartement. Donc c'est vrai que si ce robinet-là avait été fonctionnel, eh bien, on aurait pu le fermer, ça aurait coupé l'eau ici, et dans l'appartement, il y aurait eu de l'eau au robinet, se laver les mains, ce genre de choses, et ça aurait évité de sortir sur le l'appartement pour couper l'eau ou remettre l'eau, parce que c'est pareil quand tu vas au WC, si tu veux remplir la cuvette, eh bien il faut aller sur le palier, rouvrir l'eau. Donc c'est important d'avoir un robinet fonctionnel. Donc moi je vais changer en priorité le robinet flotteur
et remplacer cette saloperie de robinet quart de tour par un robinet à volant. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'un robinet flotteur pouvait éclater comme ça, parce que lorsqu'il a éclaté, donc je n'ai pas filmé parce que ça mettait de la flotte partout, hein, mais c'est là où tu vois que quand tu pars plusieurs jours de chez toi, eh bien tu as intérêt de fermer l'arrivée d'eau de ton appartement, parce que, comme j'ai dit à la personne à qui appartient l'appartement là, tu pars en vacances, t'as ça qui éclate et t'as l'eau là qui coule plein pot là pendant genre une semaine. Comme la fuite est après compteur, la facture d'eau va être sévère, hein, surtout qu'en plus en France c'est cher, avec les taxes et tout ce qu'il y a autour, plus les dégâts des eaux potentiels. Vraiment, je pensais pas que ça pouvait éclater un robinet flotteur, hein. Bien sûr, ça peut fuir, ça y a pas de souci, petite fuite, mais là c'est pas une petite fuite là, hein. Là c'est comme si le tuyau d'eau là coulait en direct dans la cuvette des WC, quoi. Donc c'est assez violent. Et là, je vais à peine ouvrir le robinet du palier pour illustrer le phénomène. Donc j'ouvre à peine le robinet pour éviter que ça gicle de partout. Et comme le régulateur de pression est HS, j'envoie directement, donc si j'ouvre trop, la pression du réseau de la ville. Donc là, j'ai ouvert un peu le robinet au niveau de la colonne. Là, on voit ça va complètement sauter, c'est plus étanche. Et là, après, ça déborde trop plein. Donc il faut que je coupe au palier. Voilà, donc là ça coule, je ferme, remplissage des WC à la main, là on voit que le manuel est bloqué à 9 bars. Et lui il pisse là, donc lui il a lâché. Ce qui me fait halluciner c'est que le voisin ici là, il a pas du tout de... Ou alors il est peut-être à l'intérieur de l'appartement là, mais lui il a pas de limiteur de pression, mais lui il va directement dans un cumulus, chauffe-eau électrique. Et comme la chaudière murale fuit, et fuit très fortement, on ne peut plus utiliser l'eau chaude. Donc il y a une pièce qui a lâché là, donc à l'intérieur il y a une membrane qui s'est complètement déchirée, donc ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc là, il faut que je condamne la chaudière murale, et pour cela je vais fermer le robinet d'alimentation de la chaudière murale. Mais malheureusement, comme c'est une chaudière murale qui a entre 30 et 40 ans, donc le robinet a le même âge, et bien le robinet, même fermé à fond, n'est pas étanche. Donc ça coule un petit peu. Et pour fermer ce robinet, j'ai dû utiliser une multiprise, car impossible de le tourner sans ça. Donc là, ok, c'est fermé. Donc bien sûr, avant de fermer le robinet d'arrivée d'eau froide de la chaudière murale, donc c'est un chauffe-bain, ça ne fait que de l'eau chaude, je ferme aussi l'arrivée de gaz au niveau de la chaudière. Donc on remarquera que sur cette chaudière-là, en entrée chaudière, il n'y a pas de réducteur de pression. Le réducteur de pression est en sortie compteur d'eau de l'appartement. Donc maintenant la mission va être de trouver les pièces les plus urgentes là, donc le robinet flotteur pour la cuvette des WC et bien sûr, tant qu'à y être, le robinet pour les WC, le robinet équerre pour l'isolement. Donc c'est dimanche matin, c'est un appartement qui est dans une petite ville de campagne et il y a un bricomarché à 4 km, sauf que le dimanche matin, il est fermé. Donc là après la personne là me dit, donc le propriétaire de l'appartement me dit, le Roi Merlin est ouvert le dimanche matin. Donc je regarde le Roi Merlin le plus proche, il est à 70 km, donc aller-retour 140 km. Donc faire 140 km pour un robinet flotteur au prix de l'essence, à 1,80€, 1,90€ le samplon 98, je me dis que ça fait un peu cher, en plus il faut prendre l'autoroute et c'est payant. Donc là je me dis que dans le coin il doit y avoir quand même un brico-dépôt, donc je regarde, brico-dépôt 40 km, donc aller-retour 80 km, et aussi pas d'autoroute à payer. Donc comme c'est assez pénible d'aller constamment au palier, ouvrir et fermer le robinet d'eau au compteur pour remplir les WC ou même pour boire un coup, ce genre de choses, au robinet, et donc je décide d'aller à brico-dépôt chercher le robinet flotteur, donc le robinet équerre là d'isolement pour le WC, et tant qu'à y être, je vais voir s'il y a un réducteur de pression de disponible pour remplacer celui qui est à la sortie du compteur d'eau, sachant que des réducteurs de pression dans les magasins de bricolage il en existe deux sortes, sortie compteur, donc c'est le plus gros, et entrée chauffe-eau électrique, donc entrée cumulus, on peut aussi avoir des petits réducteurs de pression. Donc avant de partir, je prends la cote Anthrax du réducteur de pression, donc ça fait de souvenir 50 mm. Donc les réducteurs de pression, hein, c'est normalisé, hein. Par contre, il y a plusieurs tailles de réducteurs de pression. Bien sûr, si le réducteur de pression a 30 ans, il est probable
probable que l'échange standard ne sera pas forcément possible et qu'il faudra modifier la tuyauterie. Donc là, pour moi, l'objectif, c'est de ne pas modifier la tuyauterie, c'est de faire un échange standard, c'est-à-dire que le réducteur de pression doit avoir la même longueur que l'ancien. Et l'objectif aussi va être de récupérer les raccords qu'il y a sur le réducteur de pression qui est actuellement installé. Donc j'arrive au Brico au dépôt vers 9h30, donc c'est cool hein, parce qu'on est dimanche matin, donc le fait que ça soit ouvert, eh bien ça dépanne bien. Hein. Donc je vais chercher un robinet flotteur, donc c'est celui-là que j'achète là, Tiamp, donc quelque chose de basique. Hein. On peut voir qu'à l'air de la boîte, il y a un petit mode d'emploi. Il a l'air d'être plus solide que celui qu'il y avait avant, en tout cas ce n'est pas le même type de fabrication. On le voit là au niveau pièces détachées disponibles, ce qui est l'étanchéité là du robinet, c'est pas fait de la même manière. Et en plus on voit qu'il y a un QR code là pour changer la membrane du robinet flotteur. Donc j'en profite pour prendre le robinet équerre, donc je le trouve mais je le prends pas en photo. Et bien sûr au cas où je prends des joints, donc joints 12, 17, 15, 21, 20, 27, 26, 34. Ça coûte pas cher ces joints là, mais c'est la saloperie. Donc ce sont des joints fibres pour eau froide. Donc moi je cherchais des joints, mais aussi pour l'eau chaude, parce que bon l'eau froide c'est bien, mais quand tu as des joints à l'eau chaude ça fait aussi l'eau froide. Donc ça c'est des joints qui ne valent rien. Si tu mets ça sur de l'eau chaude, même de l'eau pas très chaude, j'ai pu le voir sur des ventiloconvecteurs, ces joints là vont se dissoudre dans l'eau. Donc c'est très très con pour un joint de se dissoudre. Donc moi ce que je cherchais c'était des joints de type CSC. Ce sont des joints de couleur rose. Là on voit qu'on a un rouge vif là sur la photo, donc c'est joints fibres, donc ça vaut rien. Je sais même pas pourquoi c'est en vente ce genre de joints, ça devrait être interdit. Et malheureusement dans les magasins de bricolage pour particulier, ils vendent que ce type de joints là avec des joints en caoutchouc. Je sais pas pourquoi ils vendent pas des joints de type CSC. C'est des joints qui vont pouvoir être utilisés avec de l'eau, qui ont une température maxi de 120 degrés Celsius. Et la température mini c'est moins 150 degrés Celsius, donc voilà quoi. Donc ce qui est utilisé, donc un joint comme ça que tu peux utiliser sur l'eau chaude, mais tu peux aussi utiliser sur l'eau froide. Donc bien sûr c'est pas le même prix, hein, mais mettre un joint pour qu'il pisse quelques mois après, bon c'est pas la peine. Donc j'ai trouvé ces joints CSC en les commandant sur Amazon, donc je mettrai le lien, mais j'en parlerai dans la vidéo sur la chaudière murale. Pourquoi? Parce que si tu vas chez un fournisseur de matériel professionnel, donc pour les professionnels, lui il va pas te vendre quelques joints, lui il va te vendre une boîte à joints complète, donc tu vas en avoir pour 30 €. Donc moi j'avais besoin du 15-21, du 20-27, voire du 12-17 pour les WC, donc je me suis dit bon voilà quoi, pas mettre 80 € de joints alors que j'ai besoin que de 3 joints. Donc là c'est le dimanche, même si c'est des joints qui valent rien sur le plan opérationnel, je les prends au cas où pour me dépanner de quelques jours. Donc après en tournant dans Brico Dépôt, je trouve un réducteur de pression, la 27, donc il a l'air de correspondre au niveau de l'anthrax à celui que j'ai, mais je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que je voulais un réducteur de pression avec une prise pour y mettre un mano. Donc là c'est un Somaterm, donc je ne le prends pas. Et puis je l'aurais pas pris parce que c'est une opération que je n'aurais pas fait le dimanche, car comme je voulais récupérer les raccords sur l'ancien, je me suis dit si ça se passe mal, il n'y a plus d'eau du tout dans l'appartement. Voilà, parce que démonter un réducteur de pression, le remplacer sur le papier c'est facile, pas compliqué. Le seul souci c'est que le réducteur de pression il a été installé depuis 7 ans et que les raccords ne vont pas se démonter comme ça. Comme j'ai pas d'étau, je sais que ça va être, je sais à 80%, il y a au moins un des deux raccords qui va me faire chier. Et ça a été le cas. Ça a été difficile à démonter. Et donc, tant que j'y suis, je tourne un peu dans les rayons et je vais faire un petit tour aux côtés des chauffe-bains. Pourquoi? Parce que la chaudière a entre 30 et 40 ans, donc si la pièce ne se fait plus, il faudra remplacer la chaudière. Là, on peut voir cette photo qu'un chauffe-bain de 11 litres, alors, je sais pas ce que ça vaut, mais ça coûte 345 €. Et là, le chauffe-bain qui est installé dans l'appartement, c'est un 13 litres minutes. Le seul souci avec ces chaudières-là, c'est que ça marche avec une ionisation, donc il faut tirer une alimentation électrique pour alimenter la chaudière, alors que les anciens chauffe-bains fonctionnent avec un thermocouple et donc il n'y a pas besoin d'alimentation électrique ou de prise électrique. Donc ça veut dire que remplacer le chauffe-bain, ça signifie donc tirer une alimentation électrique pour alimenter la carte de la chaudière. Ça veut dire modifier l'arrivée d'eau froide, modifier la sortie chaude et modifier donc en sortie vent de gaz il y avait sous la chaudière, modifier la tuyauterie gaz. Donc je me dis tant qu'à y être, je vais faire un tour au niveau des chauffe-eau électriques plats. Pourquoi? Parce que bon, le gaz chez le particulier c'est une énergie qui est condamnée, une énergie fossile qui est condamnée. Donc je me dis quitte à mettre de l'argent dans une installation, autant supprimer carrément le gaz et passer sur du chauffe-eau électrique. Mais bon, le problème du chauffe-eau électrique c'est qu'il faut aussi tirer une alimentation électrique dédiée.
donc modifier les tuyauteries, et en plus il faut rajouter une évacuation PVC pour le groupe de sécurité. Mais l'intérêt de supprimer le gaz, c'est qu'après tu payes plus l'abonnement gaz. Parce que dans mon immeuble, j'ai pu le voir, j'ai un voisin qui a fait ça là, en rénovation, il a tout dégagé au gaz, sachant que le chauffage est collectif pour avoir juste un chauffe-eau électrique et des plaques de cuisson vitrocéramique. Donc ça c'est plus de la rénovation, mais voilà quoi. Donc on voit que ça coûte ici là, un 100 litres 289 euros. Après il faut faire toutes les modifications pour que ça fonctionne. Donc tant que j'y suis, je vais faire un petit tour au niveau des chalumeaux car j'en ai pas. Je regarde un petit peu combien ça coûte, et moi ce qui m'intéresse c'est les tout petits chalumeaux, car pour monter cette petite chose dans les étages et quand il n'y a pas d'ascenseur, le poids c'est extrêmement important, et pour faire 3 brasures, il n'y a pas besoin d'un chalumeau comme on peut le voir ici là, 500 euros, là c'est lourd et tout là. Voilà, donc là je fais juste de la reconnaissance, hein. Donc là après voilà ce que j'ai acheté, hein. Un robinet flotteur à 20 euros, les joints fibre qui valent rien du tout là, 6,40 euros quand même, car je n'ai pas trouvé des joints CSC à Brico Dépôt, mais bon j'ai été à Brico Marché le lundi, il n'y en avait pas non plus, hein. Il a fallu que j'aille chez un fournisseur professionnel, mais il les vendait que par grande quantité, j'ai dû les commander sur Amazon pour les avoir. Et j'en ai profité pour acheter du téflon en bande. Donc voilà pour mes petits achats du dimanche, ce qui m'a permis de faire les réparations sur le WC. Donc là, je vais commencer par remplacer le robinet d'isolement du WC, et après, je vais remplacer le robinet flotteur. Donc là, j'ai enlevé l'ancien robinet et j'ai mis le nouveau. Donc ça, c'est pas un robinet quart de tour, hein, c'est un robinet avec un volant. Alors quand je dis que c'est un robinet à volant, c'est un abus de langage, il n'y a pas de volant là. Parce que ce type de robinet là, on peut changer la tête. Si tu cherches la tête, c'est une tête de robinet mâle à potence avec clapet. C'est un robinet d'arrêt à potence. C'est là qu'un volant, il y a comme un volant. Donc ça s'appelle robinet d'arrêt WC à clapet en équerre, en laiton nickelé. Donc ici, là, il y a un joint plat. Donc si tu récupères l'ancien joint, ça peut être une source de fuite. Et donc ici, on voit comment c'est foutu au niveau de la jonction. Là, on voit qu'il y a du plastique. Là, je suis toujours sur l'ancien robinet flotteur que je vais remplacer. Donc il suffit juste de défaire, d'enlever cette rondelle là. Donc là on voit que j'ai mis le nouveau. Donc là il y a un petit joint, là on serre l'écrou à la main. Après cette partie là il faut la serrer. Donc il faut savoir qu'on le verra après, c'est conique. Donc il n'y a pas besoin de mettre de joint. Là, on constate que les vis qui tiennent la cuvette sont complètement corrodées. Et ça, c'est la chasse d'eau. Et la chasse d'eau, je crois qu'elle a une vingtaine d'années. Je dis ça parce que en manipulant le haut de la cuvette, le plastique était tellement fragile que, comme par hasard, ça a fini par casser dans la journée. Donc là, tout est bon. Je vais faire la mise en eau pour voir s'il n'y a pas une fuite. S'il y a fuite, ça peut être soit ici, voire les deux. Donc là, je remets l'eau. Ça coule. Alors on voit qu'il y a une fuite. Donc souvent quand il y a une fuite, tu peux mettre un coup de clé ici pour le resserrer. C'est ce que j'ai fait, mais il y avait toujours une fuite. Donc là après j'ai été couper donc l'arrivée d'eau au compteur. J'ai dévissé l'écrou entièrement pour l'enlever là, pour enlever cette partie là d'ici là. Donc on voit qu'ici là, si je zoome, on voit qu'ici c'est conique et ça rentre dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de joint. Par contre, il faut que cette partie là soit bien à l'intérieur, que ça soit bien axé. Et après, il faut visser l'écrou à la main. Et une fois que on ne peut plus serrer à la main, on y met un coup de clé plate ou de clé à molette suivant ce que l'on a comme matériel. Donc une fois que ça a bien été fait, j'ai été rouvrir l'eau au compteur et après j'ai ouvert ce robinet là. Donc je précise bien sûr, lorsque l'on ouvre ce type de robinet là, comme on n'a pas encore contrôlé l'étanchéité, il faut l'ouvrir de manière progressive. Donc le WC est réparé, c'est-à-dire que le robinet isolement a été remplacé, il fonctionne, et surtout le robinet flotteur accomplit bien sa fonction. Il remplit la cuvette des WC, et une fois que la cuvette est bien remplie, ça coupe l'arrivée d'eau, ça ne fuit pas, nickel. Sauf que je me rends compte que la vanne d'isolement de la chaudière, donc vanne d'isolement de l'arrivée d'eau froide de la chaudière, n'est pas étanche. Et pourtant là j'ai fermé le robinet qui est ici, mais il n'est pas étanche. Et ça fuit là.
Et je remarque que ça ne fuit que quand je tire de l'eau sur le réseau, c'est-à-dire WC ou robinet d'eau froide. Et une fois qu'il n'y a plus de tirage sur le réseau, donc robinet fermé ou WC, cuvette des WC pleine, après quelques minutes, ça ne coule plus. Donc en conclusion, le dimanche en fin de matinée, donc j'ai pu remettre l'eau dans l'appartement, vu que le WC de nouveau était fonctionnel, il ne pissait plus. Donc il reste deux problèmes à traiter. Donc maintenant le plus important, c'est remplacer le réducteur de pression pour avoir une pression en sortie réducteur de 3 bars. Car là actuellement, vu qu'il est HS, je dois être à la pression du réseau, peut-être 6-7 bars. Je ne sais pas car sur la colonne il n'y a pas de mano. Donc ça va être de remplacer le réducteur de pression avant de réparer la chaudière. Car la chaudière a ce qu'ils appellent dans la documentation une valve à eau, et cette valve qui est en plastique caoutchouc a été déchirée par la surpression. Ça on le verra dans une autre vidéo, et donc la suite dans le prochain épisode.